Première question, c'était est-ce que selon toi, ça change quelque chose d'être une famille homoparentale versus hétéroparentale? Quelle serait... Être une famille homoparentale, c'est dans les faits et dans le concret être une famille ordinaire où il se passe les mêmes choses et il y a les mêmes enjeux qu'ailleurs. Donc moi, dans ma vie quotidienne, dans ma vie, dans ma famille nucléaire, ça ne change absolument rien. Je pense par contre que la société me rappelle régulièrement, me met régulièrement des petits warnings en me disant attention là, c'est pas, t'es pas dans les bonnes cases. Et ça me le rappelle notamment dans les formulaires administratifs. Quand on inscrit son enfant à l'école et qui écrit père, mère sur le premier formulaire à la rentrée, quand on demande systématiquement à un enfant, enfin je sais pas, quand on me dit, je sais pas, la dernière fois j'étais à la pharmacie, et la pharmacie a dit oh elle a des beaux yeux bleus, votre fille, c'est les yeux du papa. En fait c'est plus cette cis-hétéronormativité, cette présomption d'hétérosexualité qui revient, où en fait régulièrement on me rappelle quand même que je vis dans un monde qui est très hétéronormé et qui demande du coup de faire un coming out quasi quotidien. Et ça, je pense que les gens n'en ont pas forcément conscience, mais c'est que moi, quasiment tous les jours, quand je fais un devis en ligne ou que j'ai un commercial au téléphone ou que j'ai un livreur qui vient à la maison et qu'en fait à chaque fois on me dit ah bah je fais le devis au nom de monsieur et madame ou est-ce que monsieur est à la maison pour vous livrer tel colis et qu'à chaque fois je disais bah non mais en fait ici on est deux madame, donc en fait je fais un coming out plusieurs fois par jour. Et en fait nos filles aussi font le coming out de leur famille parce que quotidiennement on va leur dire alors toi t'as un papa, qu'est-ce qui fait ton papa, ou est-ce que c'est ton papa ou ta maman qui viennent te chercher ce soir, etc. Donc moi j'essaie de préparer au maximum le terrain pour qu'elles aient pas trop à le faire quand même. Mais voilà, leurs copains leur posent la question il est où ton papa ah mais c'est pas possible d'avoir deux mamans, etc. Donc je les éduque aussi à. Et elles savent très bien, bon à 2 ans, Billy elle sait pas raconter grand chose encore, mais elle dit j'ai deux mamans, si elle le dit déjà. Et Charlie à 5 ans, elle est complètement capable d'expliquer qu'elle a deux mamans, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de papa, comment est-ce que ces mamans ont fait pour avoir un bébé, comment deux papas peuvent faire pour avoir un bébé. Elle sait tout ça bien mieux que les enfants de son âge d'ailleurs, et c'est elle qui l'explique, même parfois aux adultes. Est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2023, tu trouves ça violent de s'inscrire en dehors de la norme? Donc en dehors de la norme hétérosexuelle du coup. Ouais, ouais. Hum, Oui, je pense que s'inscrire aujourd'hui en dehors de la norme, ça reste compliqué, ça reste bien plus accepté. Et je pense que pour les générations, j'ai l'impression d'être vieille en disant ça, mais que pour les générations futures, ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, les chiffres le montrent, hein, il y a 10% des Français qui se disent LGBTQIA+. Ça, c'est l'étude 2023 de l'Ipsos. Et 22% de la génération Z, donc née après 97. Donc il y en a qui vont dire ah bah oui mais il y a de plus en plus de LGBT, mais non en fait il n'y en a pas de plus en plus. C'est juste que les gens aujourd'hui arrivent à s'identifier dans autre chose que être cisgenre hétérosexuel quoi. Donc je pense que ça reste quand même plus simple parce que les chiffres le montrent que les jeunes arrivent de plus en plus à mettre des mots sur ce qu'ils sont, mais qu'en fait euh, cette forme d'homophobie ordinaire, elle est moins violente qu'avant, je pense, parce qu'il y a quand même, il y a encore beaucoup d'agressions, mais des agressions physiques, etc. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu affaire à tout ça. Par contre, il y a quand même une homophobie ordinaire un peu latente qui est compliquée, quoi. Et ça, il y a encore du travail. Donc oui, ça reste, je trouve, encore assez. Ça demande encore du courage, de la patience et d'être très déterminé. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends que quand on est deux femmes ou deux hommes, c'est un caprice, et c'est de vouloir avoir des enfants. Ben non, en fait, pour avoir envie d'être une famille homoparentale aujourd'hui, ben faut être très très convaincu par ce qu'on veut, quoi. Il faut, enfin, je vais pas dire que mes enfants sont plus aimés qu'ailleurs, mais je les ai désirés avec les tripes, quoi. Et parce que ça n'a pas été facile, parce que personne m'a dit oh, c'est génial, t'es enceinte. Personne m'a dit ça. C'est ah, mais attends, t'es enceinte, mais comment t'as fait? Mais attends, t'es sûre? Mais du coup, tu vas expliquer ça comment à ton enfant? Et comment votre enfant il va vous appeler? Enfin, je veux dire, même des potes, hein, même des gens qui étaient ouverts sur le sujet. En fait, les gens se sont perdus. Donc, euh, donc moi, j'ai jamais. Mes parents, ils ont pleuré quand je leur ai annoncé que j'allais me marier. Ils ont pleuré quand je leur ai annoncé que j'allais avoir un enfant. Mais ils n'ont pas pleuré de joie comme ils ont pleuré de joie 5 minutes avant pour mes frères et sœurs qui annonçaient la même chose. Ils ont pleuré de tristesse. Donc, j'ai quand même pas eu droit à tout. La finalité, elle est heureuse et ma vie de famille au quotidien, elle est hyper heureuse et épanouie, mais il y a quand même encore des moments où c'est rude, quoi. Parce que oui, on m'a pas mise à la porte, mais j'ai pas eu le même traitement pour autant.
Mes parents, ils n'ont pas invité leurs amis à mon mariage. Ils n'ont pas... je ne sais même pas s'ils ont annoncé la naissance de mes enfants à leur entourage comme ils pourraient le faire pour d'autres. Il n'y a pas de photo de notre mariage sur la cheminée alors qu'il y a les photos des mariages de mes frères et sœurs. Même si aujourd'hui ils acceptent la situation et que dans les faits, dans notre quotidien, la vie elle est très cool avec eux. Donc il faut quand même réussir à encaisser tout ça. Et ça, c'est la société qui nous rappelle quand même régulièrement qu'on n'est pas, on n'est pas dans la bonne case, quoi. Est-ce que tu relèves des idées reçues sur les familles homoparentales? Alors les idées reçues sur les familles homoparentales, il y en a un paquet. Il y a que c'est plus un problème aujourd'hui, très souvent. Hein, les gens disent oui, bon, ça va, ça y est, vous n'avez plus de problème. Mais comme voilà, j'expliquais avant, en fait, si, hein, il y a plein de moments dans la vie quotidienne où, en fait, quand les gens sont du côté des privilégiés, ils ne se rendent pas compte. Et moi, il y a encore quelques années, j'aurais pu ne pas remarquer qu'un formulaire n'était pas inclusif. J'aurais pu ne pas capter toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une idée reçue. L'idée reçue, c'est que les enfants, après c'est des idées reçues de fond, hein, mais c'est que les enfants vont manquer de quelque chose ou qu'on leur ment. Ça, c'était le grand discours des anti-mariage pour tous. Comme je disais, hein, ma fille, elle est totalement capable, je lui ai jamais menti, hein, elle est capable d'expliquer d'où elle vient, comment est-ce qu'elle a été conçue, etc., comment sa petite sœur a été conçue. Donc au contraire, j'ai l'impression que c'est des enfants à qui on dit la vérité très tôt et qu'on l'explique. Donc ça, c'est une idée reçue, que les enfants sont perdus, mais non... Enfin, moi, je me suis inquiétée aussi un moment parce que dans mon entourage, je n'avais pas d'exemple de famille homoparentale. J'étais aussi la première, donc moi, j'étais sûre de ce que je voulais faire, mais bon, je n'avais pas de preuve que ça pouvait bien se passer. Et j'ai vu, par exemple, une pédopsie pour ma fille pour un tout autre sujet. Et je lui ai demandé au passage, est-ce que vous pouvez checker que tout va bien niveau famille, tout ça. Elle m'a dit, ah, non, mais votre fille, elle est hyper équilibrée. Elle sait très bien parler de sa famille, la dessiner, enfin, n'allez pas chercher les problèmes où il n'y en a pas. Tout va très bien. Et tout continuera d'aller très bien. Et peut-être qu'à l'adolescence, je vais prendre cher, mais mes parents ont pris cher à l'adolescence aussi avec moi sur d'autres sujets. Donc en fait, la crise identitaire, elle viendra à un moment. Je n'aurai pas toutes les réponses, mais je lui dirai la vérité telle que je la connais, et on avisera à ce moment-là, quoi. Mais je sais qu'en tout cas, je pourrais expliquer à ma fille et à nos filles qu'on a fait des choix à un instant T avec les possibilités que la société nous offrait aussi à ce moment-là. C'est un peu la particularité de notre histoire avec Aurore, c'est que on a attendu que le mariage pour tous passe, on s'est mariés 2 ans après, et puis après on commençait vraiment à parler de PMA à l'étranger, c'est là qu'on a fait notre PMA. En fait, on a suivi aussi un peu ce que la société nous a offert à ce moment-là, ce que les lois nous proposaient, quoi. Qu'est-ce que le fait d'être une maman lesbienne change dans l'éducation des enfants? Et elle précisait sur l'ouverture d'esprit, la tolérance, du coup, dès le plus jeune âge. Le fait d'être une mère lesbienne, le fait d'avoir une famille homoparentale fait que je suis hyper attentive à ce que je propose à mes enfants, notamment dans la culture. Et ça fait partie aussi des choses, quand je parlais des cases tout à l'heure, quand on est parent, on achète des livres pour ses enfants, leur faire parfois regarder des dessins animés, etc. Et en fait, on se rend compte, une fois qu'on est de l'autre côté, à quel point en fait, le catalogue, il est très 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 restreint en fait, hein, et Choupi et compagnie, en fait, c'est très vite limité. Et alors évidemment, on a Choupi, Petit ours brun et compagnie à la maison, mais en fait, moi, je suis hyper attentive à faire en sorte que dans les livres qu'on achète, il y ait aussi des livres qui parlent de diversité. Ne serait-ce que pour que mes filles puissent trouver des personnages qui leur ressemblent en fait. Et il y en a très peu des livres. Il y en a quelques-uns, mais c'est souvent des petits éditeurs ou des auto-éditions. Il n'y a pas encore de best-seller là-dessus. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de changer. Et je fais très attention à ça. Et même dans la manière de leur parler, j'ai des très longues discussions avec ma fille sur, je sais pas, la non-binarité, les différentes familles, parce que j'ai envie qu'elle soit aussi, elle, ouverte sur encore d'autres types de familles qui ne seraient pas la sienne. C'est pas parce qu'elle a 2 mamans que pour elle c'est une évidence qu'on peut avoir 2 papas. Donc elle va aller, je vais aller lui expliquer aussi comment vont faire un couple d'hommes pour avoir un enfant, un parent solo, etc. Je suis hyper attentive à ça. Après, on vit quand même dans une société où je ne peux pas tout contrôler. Ma fille, hein, quand elle est rentrée à l'école maternelle, d'un coup, elle n'a voulu porter que des robes. Et ça fait 2 ans, 3 ans, là, qu'elle ne porte que des robes. Parce que pour elle, c'est comme ça qu'elle veut être. Et c'est comme ça presque qu'une petite fille doit être. Alors moi, je suis outrée parce qu'évidemment, je passe quand même mon temps à défendre ces sujets-là et à me dire non, tu peux être qui tu veux, t'es pas obligée de porter du rose et des robes. Mais en fait, je me bats un peu à contre-courant
parce que je ne suis pas la seule à interagir dans son monde, quoi. Elle a des copains, elle a des maîtresses, elle a des choses qu'elle observe autour d'elle. Et puis bon, si elle aime le rose et les licornes, elle a le droit aussi de les aimer, j'accepte. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est aussi composer avec tout l'environnement et tout ce qu'on ne peut pas contrôler pour son enfant. Et c'est accepter de lâcher prise, en fait. Moi, je lui donne les armes et puis après, elle en fait ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. C'est quoi le surinvestissement si courant chez les familles homoparentales? Ça va un peu avec... Quand on est une famille homoparentale, en tout cas, moi, je l'ai vécu, enfin, je le vis. Je le vis en tant que femme, je le vis en tant que femme en ayant grandi avec un modèle d'une mère au foyer qui n'a jamais travaillé et qui élevait ses 4 enfants. Et moi, j'ai jamais vu une nounou, une babysitter, jamais mangé à la cantine. Ma mère était 100% dévouée à ses enfants. Donc j'ai grandi avec ce bagage-là. Et en me rajoutant en plus le fait d'être une famille homoparentale, j'ai un peu déclenché une forme de surinvestissement. C'est-à-dire que j'avais... En fait, je pense que quand même inconsciemment, c'est de l'homophobie intériorisée, hein, et ça, il y a plein de gens qui disent le ressentir aussi, c'est qu'en fait, c'est comme si je devais prouver 2 fois plus que je suis une bonne mère et que ma famille va bien. Donc, c'est pour ça que peut-être que ma fille, au moindre petit pet, tout de suite, je l'ai emmenée voir une pédopsie parce que je veux être sûre que tout va bien. Au tout début, je voulais absolument aller faire toutes les sorties scolaires. J'étais au taquet pour tout. Même dans mon quotidien, je fais très très attention. Et en fait, je n'acceptais aucune erreur de ma part parce que je voulais surtout pas qu'on puisse se dire ah, en fait, cette petite a fait une crise, peut-être parce qu'elle est en déséquilibre. Bah oui, mais en fait, ma fille, elle avait 3 ans, à un moment, elle avait 4 ans, 5 ans, et des crises, en plus avec son caractère, elle en fait. Et en fait, elle en fait parce que c'est son âge et parce que c'est sa personnalité et que c'est sa manière de s'exprimer. Mais moi, j'avais hyper peur au départ. Quand Billy, qui est toute petite, il y a encore 1 an, elle était vraiment bébé, et donc elle disait maman, maman. Mais en fait, vu que dans 99,9% des livres, il y a un papa et une maman, et donc tous les personnages masculins sont des papas, dès qu'elle voyait un monsieur dans la rue, machin, c'était papa. Je dis oui, arrête. Et en fait, le problème, c'est que moi, je m'en moque, enfin, c'est pas grave, mais quand on est avec des amis ou de la famille ou des gens qui sont pas forcément très à l'aise sur le sujet, on sent des regards de c'est bizarre quand même, elle appelle papa, elle cherche, il y a un truc. Hein. Non, en fait, elle dit papa parce que tous les bonhommes masculins, c'est des papas, en fait. Et ça lui est passé. Et c'est plein de moments comme ça où quand même je pense que je panique encore assez vite. Et moi qui suis pas du tout susceptible sur rien du tout et qui n'ai aucun sujet tabou, par contre je prends très très mal, je me vexe et je me blesse très vite si on fait une remarque sur la manière dont j'élève nos filles. Je sais que c'est un peu ma corde sensible parce que j'ai peur des commentaires, quoi. Parce que en fait, comme c'est techniquement impossible d'être une mère parfaite, d'avoir des enfants parfaits, forcément, il y a des points sensibles et fragiles et c'est très facile d'appuyer dessus. Non, mais pour le truc des papas, mon fils il me l'a fait aussi. Hein. Être dans la rue et dire papa, papa à tout le monde. Non, vraiment, je crois que c'est un truc assez commun, ça, effectivement. Ouais. Est-ce qu'être une maman lesbienne peut être une existence non politique? Alors, pour moi, j'ai appris, je l'ai appris notamment au moment des manifs pour tous, qu'en fait, avant, je pensais que tout ça était de l'ordre de l'intime, que c'était intime. Ça ne concernait personne, c'est mon intimité, c'est mon histoire d'amour, c'est ma petite vie, etc. Et j'ai compris avec les manifs pour tous, parce que c'était la première fois que j'ai été confrontée à la société, qu'en fait, tout ça était politique. Et donc, ça ne suffirait jamais de juste désirer les choses et aimer, etc. Que ce n'était pas suffisant. Et qu'en fait, il allait falloir m'engager et qu'il allait falloir faire plus et si je veux que la société évolue en faveur de ma famille et de mes enfants. Donc non, pour moi aujourd'hui, c'est quasiment indispensable de pas avoir c'est indispensable d'avoir un comportement un peu politique finalement. Après, dans politique, on peut entendre plein de choses. C'est comme dans le militantisme. Pendant longtemps, je me disais non, je suis pas militante parce que c'est pas dans ma nature d'aller manifester ou d'aller crier haut et fort ce que je pense. Mais en fait, mon comportement au quotidien, quand je raye des formulaires, quand je vais expliquer des choses, quand je fais pour la 14e fois de la journée un coming out, etc., c'est un comportement militant. C'est un militantisme doux, mais c'est un militantisme. Donc pour moi, aujourd'hui, si, il faut, enfin, dans l'intérêt de nos enfants, en fait, si on ne s'engage pas, si on ne va pas au-delà, les choses ne bougeront pas. Donc moi, je le fais toujours dans ma tête, je focus et je veux que nos filles, plus tard, elles n'aient pas à faire tout ce boulot-là, quoi. On verra. Et juste peut-être, parce que tu nous as raconté un petit peu ton histoire juste avant,
À ton avis, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre finalement ton cœur et enfin en fait ce que je me demande, tu vois, c'est que généralement enfin ces éducations-là très conservatives etc. et même le monde dans lequel on vit, c'est tellement fort que parfois beaucoup de gens vont se réprimer. Et qu'est-ce que tu dirais, enfin pourquoi toi en tout cas t'as décidé de t'écouter? Je pense que j'ai pris conscience à un moment vraiment que la vie pouvait être courte. Et j'ai pris conscience qu'en fait aussi, je crois qu'en fait même si j'étais restée dans le moule jusqu'au bout, même si j'avais épousé le dentiste que j'avais imaginé petite, si j'étais restée vierge jusqu'au mariage, etc. Je pense qu'en fait je pense qu'on fait tous un peu un coming out à un moment dans sa vie et que tous à un moment, hop, on dévie. Et c'est pas forcément un coming out LGBT. Il y a un moment où on sort du champ. Et soit on accepte cette sortie, on accepte de s'écouter soi, soit on s'enferme. Mais en fait, je pense que à ce moment-là, je me suis dit, mais peu importe ce que je ferai, je pense que je ne serai jamais à la hauteur de ce que mes parents ont projeté sur moi. Jamais ce ne sera parfait. Et en plus, je vais me rendre malheureuse. Donc, moi, j'ai envie d'être heureuse. En fait, c'est juste ça. Et ma vie, elle m'appartient. Et j'ai envie de me faire ce cadeau-là de la liberté. Et puis surtout, comme il ne s'agit que d'amour, je me dis, je fais de mal à personne, en fait. Enfin, c'est comme si c'était au détriment d'autres personnes. Juste, je veux passer ma vie avec Aurore. Voilà. Et je pense que c'est un cadeau que les gens doivent se faire. C'est juste à un moment, cette fameuse déviation, ce fameux coming out qu'on doit faire à un moment dans sa vie, qui peut être une séparation, qui peut être un coming out même professionnel ou intime, d'une passion. On a tous à un moment quelque chose qui nous anime, cette petite flamme, et en fait, il faut la saisir, quoi. Il faut vraiment la saisir parce que c'est hyper précieux. Et parfois, ça arrive très très tard. Mais comme moi, finalement, c'est pas arrivé très tard, j'ai eu la chance de pouvoir construire ma vie de famille avec cette flamme-là, quoi. J'ai rien à déconstruire, j'ai eu cette chance-là, et donc je suis contente de m'en être emparée, en fait. Et ça a tellement bouleversé ma vie, parce que oui, du coup, j'ai une vie, je suis en couple avec Aurore, mais en fait, ça a eu un impact bien plus général sur ma vie, finalement. Me dire, en fait, je me sens tellement libre, mais tellement, et c'est ce que je souhaite le plus à mes filles, en fait. C'est juste ça, c'est juste d'être libre. Donc, en fait, je pense que les gens qui ont fait leur coming out, je n'ai jamais entendu de récit comme ça, et en tout cas, moi, je n'ai jamais regretté. Voilà. Il y a des gens, même pour les gens pour qui c'est difficile, les gens qui perdent leur famille, qui vivent la violence, je pense que personne ne s'est jamais dit « Ah bah non, moi, c'était à refaire, je ne ferai pas mon coming out ». Non, le coming out, c'est une chance, en fait. Il faut la saisir, quoi. Même si ce qui suit après peut être très, très compliqué. Si tu étais ministre de la famille, quelles actions mettrais-tu en place en premier pour que les choses bougent? Je pense que je sanctionnerais de manière beaucoup plus forte toutes les formes d'homophobie ordinaire, notamment dans les formulaires non inclusifs, parce qu'il y a beau y avoir des directives aujourd'hui qui vont en faveur des familles homoparentales, etc., bah, c'est pas appliqué partout. Je pense que je ferais de la sensibilisation à grande échelle, dans les écoles, dans les milieux professionnels, et qu'en fait tout ça deviendrait finalement obligatoire parce que autant que le racisme ont pu être des sujets. Aujourd'hui, par exemple, des remarques racistes, on en entend encore malheureusement, ça existe, mais on les accepte beaucoup moins. En tout cas, ça nous fait saigner les oreilles quand quelqu'un a une remarque déplacée, quoi. Et en fait, par contre, l'homophobie, bah, franchement, ça passe comme ça à la télévision, dans les médias, et je pense que je serais beaucoup plus stricte sur le harcèlement, etc. Mais pour qu'il n'y ait plus de harcèlement scolaire aussi aujourd'hui, il faut les sensibiliser, les enfants, dès le plus jeune âge dans les écoles, quoi, par exemple. Et puis, il faut faire apparaître et montrer ces personnes-là. Il faut que toutes les... Je sais que c'est pas facile, mais toutes les personnes qui sont LGBTQIA+, le disent et l'affichent fièrement, en fait. Parce qu'il faut être visible, et plus on est visible, plus on donne envie à d'autres de l'être aussi. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire aussi là-dessus, sur la représentation, notamment des femmes lesbiennes au cinéma, parce qu'il y en a très peu. Le peu qu'il y a sont encore un peu caricaturales, et puis surtout la famille homoparentale, elle est complètement invisible. Mais même des familles recomposées homoparentales, hein, ça n'existe pas. Alors que pourtant, bah, y en a des enfants, il y a des familles, et je pense que, encore une fois, plus on montre, plus ça rayonne, quoi.
comment ça se passe pour les familles queer en entreprise et est-ce que la partenaire a le droit à un congé parental? Est-ce que tu sais ça? Ouais. Alors, dans les entreprises, moi, en fait, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Coming Up. Justement, je vais intervenir dans les boîtes. Aujourd'hui, ce qui était avant juste le congé paternité a évolué et ça s'appelle le congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc, en fait, c'est aussi à destination, par exemple, de la deuxième maman qui n'a pas porté son bébé et qui, en fait, a les mêmes droits. C'est-à-dire qu'elle peut demander des jours de congé quand sa compagne accouche. Et ça, en fait, c'est hyper important. Mais ce n'est pas suffisant dans le sens où il faut aussi que les entreprises envoient des signaux forts parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est 33% des femmes lesbiennes en entreprise qui renoncent à ces jours de congé-là. Parce que quand on est enceinte, bon, ça se voit, on est obligé de dire « ah ben voilà, je suis enceinte, je vais prendre des jours de congé, etc. » Quand on n'est pas enceinte, mais que c'est notre compagne qui l'est, ben en fait, si on veut avoir droit à ces droits, justement, ces fameux jours de congé, il faut aller voir sa direction, son service RH, et ça veut dire faire son coming out. Sauf que, femmes et lesbiennes en entreprise, c'est la double peine, donc la plupart ne font pas leur coming out. Par peur d'être cataloguées, par peur de rater une promotion, déjà d'avoir du mal à obtenir le même salaire que les hommes, mais en plus, si elles sont lesbiennes, ça rajoute une couche. Donc en fait, la plupart, elles renoncent à tout ça. Donc être queer en entreprise, ça reste encore très compliqué, et pour les femmes, c'est très très difficile parce que en plus, on a une image très caricaturale de la femme lesbienne. Donc si on a notre collègue Catherine qui fait son coming out lesbien, on va se dire ah bah ça y est, on peut plus faire de blagues en sa présence, on peut plus rien dire. Puis forcément, les formes de manque de respect vont encore plus se multiplier. C'est très très difficile pour les femmes lesbiennes en entreprise. Donc la plupart, elles préfèrent ne rien dire. Voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas, écoute, merci, formidable. Un grand merci bon pour ton temps. Ouais, c'est bon pour nous.